Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S811 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 juin 2024. Nous sommes toujours avec Marie Courtel de Miss Numérique et Pierre-Marie Salomez du magazine Chasseur d'images pour cette grande émission dédiée à la transition entre le monde du réflexe et celui de l'hybride. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Pierre-Marie, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelque sorte tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Pierre-Marie. Pourquoi tous les photographes ne sont pas encore passés à l'hybride ? Il y a des raisons d'usage, comme on l'a évoqué. Il y a des pratiques qui ne nécessitent pas, on va dire, de changer de changer de technologie, parce que ça n'apporterait rien de plus que de changer de technologie. Il y a des raisons de coût, je pense que c'est évident. Le monde de l'hybride, pour l'instant, est très très cher et malheureusement, on ne retrouve pas en hybride le réflexe entrée de gamme qu'on avait avant, même si ce marché est un peu mort, hein. Les marques le reconnaissent. Il y a de moins en moins de débutants qui achètent les réflexes, enfin, qui achetaient les réflexes entrée de gamme et qui seraient potentiellement acheteurs d'hybrides entrée de gamme. C'est pour ça qu'on a un resserrement des gammes plutôt vers l'amateur expert et vers le haut. Donc il y a ces deux raisons-là. Voilà quoi. Marie, est-ce que les réflexes sont totalement dépassés aujourd'hui ? Non, clairement pas. Les réflexes sont encore de beaux jours devant eux, surtout les réflexes experts. On a encore le D850 chez Nikon ou le 1DX Mark III chez Canon, qui sont clairement des appareils réflexes avec beaucoup de beaux jours devant eux, parce que technologiquement, ils ne sont pas du tout dépassés. Et le 5D Mark IV qui a été abondamment cité dans cette émission. Exactement. On sent qu'il n'est pas dépassé. Non, clairement pas. Et en vidéo non plus. Oui, c'est vrai. Pierre-Marie, c'est quoi la principale différence de conception entre un hybride et un réflexe ? On va dire entre un réflexe et un hybride, la réduction du nombre de pièces mécaniques. On tend vers un tout électronique qui apporte une meilleure précision, notamment pour l'autofocus, dans la précision de la mise au point. Une plus grande versatilité, justement, dans cette mise au point. Il est possible de faire beaucoup plus de choses en AF qu'on ne pouvait faire en réflexe. Les cadences sont évidemment à des années-lumière de ce que pouvait produire un réflexe, puisqu'on n'a plus le miroir à déplacer. Donc on peut se permettre de déclencher, pas sans limite, mais bien évidemment, mais pour l'instant la limite est la rapidité de lecture des capteurs. Mais c'est déjà un gros plus. L'hybride permet beaucoup plus de choses. Et puis cette visée tant décriée, une visée réelle, une visée plus proche, une visée, comme disait Marie, qui est peut-être plus facile pour les débutants, parce qu'ils voient déjà l'effet. Si leur image est trop sombre, ils le voient. Si leur image est trop claire, ils le voient. Alors la réalité n'est pas tout à fait la même enregistrée, mais quand même, on est quand même proche de cette réalité. Il y a des problématiques d'autonomie mais elles sont liées à ça. Et moi, je dis toujours que celui qui a été photographe argentique, il a traîné dans ses poches 10 bobines pour aller faire une journée de reportage. Il peut bien traîner 2 batteries, quoi. Ok, Pierre-Marie, ok, ça marche. Marie, les hybrides, comme leur nom l'indique, sont aussi performants en photo qu'en vidéo. Ces appareils, c'est de véritables caméras de cinéma professionnelles désormais ? Alors, c'est pas des vraies caméras de cinéma, parce qu'il peut y avoir des problématiques liées à la surchauffe par rapport à des vraies caméras, mais ça a vraiment de gros atouts en vidéo. On peut aujourd'hui faire de la vidéo 4K jusqu'à du 8K en interne directement dans les boîtiers, et ça, c'est vraiment un gros atout dans un monde où la photo et la vidéo sont de plus en plus poreux. Beaucoup de photographes pros deviennent également vidéastes par envie ou par opportunité, mais c'est ces deux univers qui sont de plus en plus liés. Et aujourd'hui, les hybrides permettent vraiment aux photographes et aux vidéastes de pouvoir élargir leurs compétences en allant pas forcément sur du matériel justement professionnel, sur des caméras professionnelles, puisque le résultat derrière est vraiment très bon et à la hauteur de caméras. Alors on va pas parler de broadcast, mais de caméras pro. Et on va justement chez Canon, le R5C
Mmh. C'est vraiment ils l'ont positionné un petit peu entre les 2 parce que c'est un hybride, mais c'est un hybride complètement amélioré pour la vidéo et ça c'était vraiment un gros atout. Chez Sony, la FX30, la FX3 par exemple sont des caméras hybrides, puisqu'elles permettent également de faire de la photo. On est vraiment sur une ligne qui est très fine en fait entre les 2 mondes et les hybrides ont vraiment permis d'améliorer les capacités en vidéo. Et l'histoire avait commencé avec le 5D Mark II, hein, qui était le premier véritable appareil photo qui était considéré à l'époque comme une caméra. Et d'ailleurs, Sébastien Deveau, qu'on a entendu, pourrait en parler très longuement. La grosse différence, désormais, c'est la F et c'est tout ce que permettent en termes de mise au point ces boîtiers. Mais on ne pourra jamais les comparer complètement avec des vraies caméras. Oui, mais il y a quand même des grosses évolutions sur le S5 IIX, par exemple, de pouvoir streamer directement depuis le boîtier. Ouais. Ça permet à beaucoup de youtubeurs, beaucoup de streamers d'accéder à du matériel. Avant, il fallait se connecter via un ATM, il fallait vraiment avoir un logiciel. Enfin, Mm. aujourd'hui, on a vraiment simplifié les usages de la vidéo. En fait, ça permet vraiment de simplifier et de pouvoir se faire plaisir sans trop se prendre la tête, je pense. Pierre-Marie, est-ce qu'on peut continuer à utiliser ces optiques réflexes sur un hybride? Oui, on peut sans problème. Il faut quand même qu'il soit de dernière génération. Il y a quand même, selon les marques, des limitations de fonctionnement. Il peut y avoir donc des AF qui sont un peu moins performants sur l'hybride une fois monté par la bague que sur le réflexe. Il peut par exemple y avoir des stabilisations, puisqu'on n'a pas parlé, mais on a parlé de la stabilisation donc, du capteur de l'hybride, qui peut aussi s'additionner avec la stabilisation d'un objectif si elle existe, enfin si l'objectif est stabilisé. Et ces doubles stabilisations, on va dire, ces modes-là ne sont pas forcément accessibles avec des optiques qui sont issues du monde du réflexe. Donc il y a quelques limitations, mais dans la grande majorité des cas, et c'est clairement mis de toute façon dans les modes d'emploi des appareils, donc il n'y a pas de tromperie. On va pas acheter quelque chose et s'apercevoir que ça marche pas. Il suffit de se renseigner un petit peu, il faut quand même regarder, mais ça enlève des fonctionnalités qui sont mineures, enfin qui sont annexes par rapport à la fonctionnalité primaire de l'objectif de faire des photos. Si on peut dire, moi je pense qu'une façon aussi d'aborder le passage à l'hybride, c'est de dire ne pas hésiter à prendre le zoom, si on est zoom, ou une focale fixe, on est focale fixe, directement native, de façon à avoir quelque chose qui soit pratique à utiliser. Parce que bon, il y a quand même des contraintes à utiliser une bague. Si on a plusieurs objectifs, il faut ou démonter la bague ou monter la bague. Enfin bref, c'est quand même pas idéal. Mais par contre, on peut partir, donc on achète le kit ou l'appareil plus un zoom, et après on attend pour des focales dédiées, par exemple pour la focale macro, ou si on a un long télé, un 150-600, on peut très bien le garder en attendant et continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'il faut un petit peu y aller progressivement. C'est une façon de faire aussi. Faire une transition progressive. Et enfin, pour terminer, Marie, quelle stratégie on peut mettre en place pour essayer de réduire, tant que faire se peut, la facture assez salée de la transition entre l'univers du réflexe et l'univers de l'hybride? Alors, quand on est possesseur d'un réflexe, la première chose à faire éventuellement, c'est de vendre son matériel, d'occasion. Aujourd'hui, vous avez, la possibilité d'avoir, de la reprise d'occasion directement en magasin, qui vous permet de réinvestir, directement. C'est quand même plus sécurisé que d'aller sur des systèmes, de particulier à particulier. Donc vous avez cette solution-là et après sinon, c'est également la solution, d'aller sur, d'autres marques avec des capteurs plus petits, parce qu'on parle souvent du plein format, mais il faut, toujours penser aux micro 4 tiers et à l'APS-C qui ont encore de beaux jours devant eux. Merci Marie et Pierre-Marie pour toutes ces explications.